L'articulation classe-race, elle se pose dans des termes différents en France. Mais on notera que, contrairement aux États-Unis, où les sciences sociales, notamment la sociologie, et Wilson a joué un rôle très important là-dedans, où les sciences sociales américaines se sont emparées de ces questions-là et ont travaillé depuis très longtemps les articulations entre race et classe, avec des débats importants, générés en particulier par la publication de The Declining Significance of Race de Wilson à la fin des années 70, qui a suscité de nombreux travaux pour critiquer ou nuancer certaines des affirmations qu'il pouvait tenir. Donc cette tradition de sciences sociales, de réflexion sur ces questions, n'existe pas du tout de la même manière en France, tant la question de la race est une question qui, historiquement, en France, au moins depuis un demi-siècle, est vue comme illégitime, impie, etc. Et tant les sciences sociales françaises ont été centrées sur la classe, n'est-ce pas ? C'est-à-dire sur la description des inégalités sociales générées par l'économie capitaliste. De telle sorte que d'autres facteurs d'inégalité, les facteurs d'inégalité de genre, par exemple, ou bien les facteurs ethno-raciaux, ont été considérés comme parfaitement secondaires par rapport à la prééminence de la classe, voire même comme trompant, en fait, comme relevant de formes d'idéologie, n'est-ce pas, au sens marxiste du terme, par lesquelles la bourgeoisie, en quelque sorte, obscurcirait les yeux du prolétariat en laissant croire au prolétariat qu'il y a des phénomènes qui ne relèvent pas de l'exploitation de classe, n'est-ce pas ? Du coup, les femmes, par exemple, ont eu beaucoup de difficultés pour faire valoir des difficultés ou des problèmes spécifiques qui ne relèvent pas simplement de l'opposition entre la bourgeoisie et le prolétariat. Il a fallu de fortes mobilisations dans les années 70 pour qu'on commence à saisir sérieusement des questions propres aux femmes dans l'espace politique et dans l'espace des sciences sociales, avec le développement de l'histoire des femmes et plus tard des gender studies, etc. C'est un peu la même chose du côté des minorités ethno-raciales en France, au sens où elles ont eu beaucoup de mal à faire valoir des torts et des méfaits qui ne se réduisent pas à la classe. Le réductionnisme de classe en France a eu des effets très problématiques pour la prise en compte sérieuse des torts et des méfaits vécus par ce qu'on pourrait appeler les minorités, qui certes sont et peuvent être dominées du point de vue de la classe, c'est bien souvent le cas, parce que les personnes en question sont souvent dans les strates du prolétariat, qui sont des strates très fragiles, mal payées, etc., mais qui ont de surcroît des difficultés, des problèmes, qui ne relèvent pas entièrement de cette position de classe, mais aussi du racisme, de la discrimination, etc. On manque de données sur ces questions, bien entendu. Autrement dit, contrairement au cas britannique ou au cas américain, a fortiori le cas des États-Unis, on a très peu de données qui permettraient, par exemple, de mesurer sur le terrain des discriminations les différences entre jeunes noirs, qu'ils soient issus des Antilles ou d'Afrique subsaharienne, et jeunes issus de la filiation nord-africaine ou venus d'autres régions du monde, d'Asie et d'ailleurs. On n'a pas de données là-dessus. Donc on a simplement des évaluations, des témoignages qui ne permettent pas exactement de peser les différences. Il semble bien que pour beaucoup, les expériences soient très semblables et que de ce point de vue-là, les différences soient très ténues entre les uns et les autres, tant les témoignages vont dans le même sens. La deuxième donnée, c'est que si on se décale du terrain des discriminations vers celui du racisme, alors là, les différences sont sans doute plus accusées. Elles sont sans doute plus accusées au sens où, ma foi, on le remarque particulièrement ces temps-ci, celles et ceux qui sont en première ligne, si je puis dire, dans les formes de stigmatisation, de racisme, de rejet, etc., sont plutôt les personnes qui sont issues de la migration nord-africaine, notamment avec le très fort stigmate qui est le stigmate religieux, n'est-ce pas ? Les accusations portant sur l'islam sont très fortes. Elles sont historiquement fortes, mais elles se sont renforcées après le 11 septembre 2001, et d'une façon qui peut d'ailleurs s'expliquer, ces stigmates ont plus pesé sur la population d'origine nord-africaine que sur la population noire, dont pourtant une bonne partie est aussi
soit musulmanes, soit issus de la culture musulmane. Autrement dit, ceux qui sont en première ligne et ceux qui prennent les coups les plus forts, ces temps-ci, ce sont plus les Arabes que les Noirs. La deuxième donnée, c'est que les formes de racisme peuvent être également différentes. Historiquement parlant, les Arabes ont subi des formes de racisme assez agressifs, liées à toutes sortes de choses. La religion, on en parlait, mais aussi des structures impériales, aux formes que la colonisation a prises, qui font que le racisme anti-arabe, dans son expression et dans son alacrité, peut avoir des ressemblances avec l'antisémitisme, par exemple, qu'on pourrait qualifier très rapidement d'antisémitisme de haine. Tandis que le racisme anti-noir s'est constitué un peu différemment, plutôt sur les fondements liés à la colonisation, mais aussi à l'esclavage, donc au travail. Et donc ça a été un racisme qui a pris souvent, pas toujours, mais souvent des formes plus paternalistes, des formes de mépris, plus que de haine. On dira que le racisme anti-noir a une forte tonalité de mépris, de condescendance vis-à-vis de celles et ceux qui étaient réputés être en limite de la civilisation, en proximité avec l'état de nature, n'est-ce pas ? Et que la colonisation devait élever dans l'ordre humain pour les amener progressivement aux Lumières. Donc un racisme plutôt paternaliste qui a contrasté dans ses formes avec le racisme plus agressif, plus haineux, dont je parlais tout à l'heure. Donc il importe à la fois de penser globalement ces phénomènes de discrimination, phénomènes de racisme, mais également de distinguer les formes différentes qu'il a pu prendre, parce que c'est aussi, non seulement du point de vue scientifique, mais aussi d'un point de vue civique, une manière de mieux le combattre. Il faut mieux le viser pour mieux le combattre.